La Manivelle. Suivez tout le décryptage de l'actualité politique, socio-économique de votre pays. La Manivelle, prenez donc le rendez-vous tous les dimanches à partir de 9h30 sur EZE Radio. Dimanche 6 mars 2022, mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur EZE Radio et c'est votre émission La Manivelle. La Manivelle de ce dimanche, nous allons discuter autour de la thématique calendrier des législatives 2023, bonne ou mauvaise surprise pour la classe politique. Pour en parler ce dimanche, j'ai avec moi M. Serge Kodia, il est directeur adjoint de l'information et de la communication du parti Mouel Bénin. Bonjour. Bonjour. Également avec nous dans ce studio, il s'agit de Agapit Napoléon Mafourican. Il est consultant média et analyste politique. Bonjour. Bonjour. J'anime cette émission avec Jacob Nyancha. Bonjour Jacob. Bonjour Tatiana, bonjour chers invités. La mise en onde est assurée par Raoul Santos. Jacob. Bonjour monsieur Mafourican, monsieur Kodia. Ma première question est à vous, monsieur Kodia. La date pour les législatives de 2023 sont connues depuis quelques jours. À l'annonce de cette date, comment l'avez-vous accueilli, vous ? Je pense que se poser ce type de questions pour Mouel Bénin aujourd'hui paraît, comme on dit, une sorte de problème de riche. Problème de riche parce que ce qui est important pour nous, ce n'est pas tant la date, mais c'est d'y aller. Nous savons quelle a été la démarche de Mouel Bénin pour d'autres joutes auxquelles nous n'avons pas pu assister. Si aujourd'hui on le faisait le 1er janvier, nous irons de toute façon. Donc pour notre part, c'est un problème de riche. À vous entendre, Mouel Bénin est paré à toute éventualité. Nous sommes prêts. Monsieur Mafourican, comment vous avez accueilli, comment avez-vous réagi à l'annonce de cette date qui paraît étrange ? Non, il n'y a pas réagi, il a constaté simplement que la Constitution amendée a fait donc de 2023 l'année du démarrage donc du principe des élections générales donc de 2026. Donc du coup, il est tout à fait normal que quelque chose soit fait. De toute façon, les gens ne lisent pas les documents, sinon les officines des classes politiques auraient dû relever cet acte et peut-être chercher avec leur cabinet juridique et autres à comprendre un peu les implications d'un tel article. Je ne pense pas que ce soit si anodin que soit cette saisine. Elle a été pour fixer les uns les autres. Vous avez vu, la Cour a réagi, pas en tant qu'organe de contrôle de constitutionnalité, mais organe de régulation des pouvoirs publics, du fonctionnement des institutions. Donc, dans le cas d'espèce, la saisine de la Sénat n'a pas été reçue, mais la Cour a estimé qu'en tant qu'organe de régulation et pour éviter toute incertitude sur la date des élections, rappelant la suprématie de la Constitution sur toute loi, il est évident que la disposition de l'article 47 de la Constitution est primauté sur tout autre document. Et donc, c'est la façon de dire, c'est une évidence. Voilà. Oui, mais justement, tout à l'heure, Mouel Bénin est paré à toute éventualité. Pour eux, même si on avait décidé que les élections, c'était le 1er janvier 2022, au niveau de Mouel Bénin, ils étaient déjà prêts. Mais pour certains acteurs politiques, cette annonce a été comme un effet de surprise. L'analyste politique que vous êtes, comment est-ce que vous êtes forcément d'avis avec ces acteurs politiques qui estiment que ça a été comme un effet de surprise? Pour un homme politique qui est surpris, je trouve qu'il navigue à vue. On ne peut pas être surpris parce qu'on a eu par ailleurs une formation politique. Une formation politique, c'est un appareil. C'est parce que dans nos formations politiques, les gens veulent tout faire. Ils sont présidents, ils sont consultants, ils sont spécialistes de finances. Ils sont tout à la fois. Et donc, ils ne savent plus concrètement déléguer pour pouvoir finalement tirer conséquence donc des différentes expertises d'ici et là. Comme je l'ai dit, un parti politique ne peut pas être surpris par un événement qui est déjà prévu. Or, dans le cas d'espèce, c'est prévu. C'est prévu, donc ce n'est pas une invention, ce n'est qu'un rappel des dispositions constitutionnelles. Et la Constitution étant la loi suprême, cette disposition s'impose à tous. Monsieur Kodia, vous avez voulu ajouter quelque chose? Oui, déjà, dans un premier temps, j'allais aborder la notion même de surprise. La surprise ne peut même pas exister, étant donné que nous parlons d'une décision
qui est déjà porté par la loi portant code électoral qui date, qu'ils vous souviennent, de novembre 2019. Et aujourd'hui, en 2022, nous venons encore discuter de ça. Le problème ne se situe pas là. Le problème aujourd'hui pour chaque mouvement politique, c'est de savoir est-ce que nous sommes prêts à y aller ou pas. Est-ce que chacun s'est mobilisé, s'est chauffé pour aller à ces échéances? En tout cas, là est la position aujourd'hui de Moël Bénin. Et cette décision surprend tout le monde parce qu'on ne lit pas les textes en réalité. Enfin, je le soupçonne qu'on ne lit pas les textes. Autrement, la Cour constitutionnelle n'a pas été saisie pour juger de la chose, mais c'est pour apporter des éclaircissements pour voir si cela n'était pas anticonstitutionnel, mais seulement sur le plan technique. Oui, mais justement, certains acteurs politiques, même au niveau de certains partis politiques, comme vous l'avez dit tout à l'heure, certains se chauffaient déjà pour les mois de février, voire mars 2023. Alors, vous estimez que les acteurs politiques, aussi bien les acteurs politiques que la classe politique, ils n'ont pas été pris de court? Une loi qui a été votée en 2019 et entérinée qui porte un calendrier. Parce que ce calendrier a été discuté en 2019. Donc, il n'y a pas eu de discussion autour. Il y a juste à voir la constitutionnalité de cette loi, voir si techniquement, il n'y a pas eu des biais. Il se trouve que la Cour constitutionnelle a pris cette décision en disant qu'il n'y a pas d'objection à l'organisation dans ces délais et suivant ce calendrier de ces élections. Mais il faut aller plus loin pour savoir pourquoi ce calendrier a été fixé à la base. C'est pour que, de façon douce, on arrive à l'élection générale. De 2026. De 2026. Donc, ça me surprend un peu que ce qui a été discuté depuis des années, voté et promulgué, soit aujourd'hui encore objet de débat. En tout cas, Moël Bénin, je le dis et je le répète, nous ne nous embarrassons pas de ce type de discussion pour l'instant. Nous voulons goûter... Vous estimez que ces discussions, c'est stérile, qu'elles ne valent pas la peine discuter? Nous voulons goûter au combat. Donc, un sportif... Jusqu'ici, personne ne vous a empêché de goûter au combat. Vous êtes les seuls à avoir décidé de ne pas goûter au combat là, en 2019. On ne voudrait pas revenir sur 2019. De temps en temps, il faut rappeler où on a glissé pour mieux continuer quand même. Nous avons travaillé le sujet, nous avons transcendé. On peut dire que les responsabilités en ce moment-là ont été situées. Nous avons porté nos recours, nous avons été jusqu'au bout dans notre combativité. Et vous savez, quand on est dans l'émulation, on est dans le combat, même quand on a tort, on ne voit pas. Et on trouve qu'on a raison, et puis après, on travaille ces raisons. Et c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, nous avons transcendé ces genres de choses. Nous sommes très calmes, et nous pensons aux échéances d'ailleurs à venir, et nous sommes en train d'affûter nos armes. Nous sommes comme un sportif de haut niveau qui est en train de s'entraîner. Alors, une polémique est née de ces dates qui ont été annoncées. Monsieur Napoléon Maphorican, est-ce que vous avez l'impression que les partis politiques adhèrent à cette décision? Ils n'ont pas adhéré, ils ont à subir. Ils ont à s'exécuter. Non, pas à subir, à s'exécuter. D'accord. En réalité, j'ai l'impression... Donc leur avis ne compte pas? Non, ça ne compte pas. Comme si vous allez à un examen, est-ce que votre avis compte sur la date de l'examen? On vous donne la date, vous allez composer. Mais dans le cas d'espèce, on va un peu plus loin. Il s'agit de documents quand même anciens. Les deux lois, que ce soit le code pénal, que ce soit le code électoral, que ce soit la constitution révisée, ça date de novembre 2019. Oui, mais après, ce qui pose problème selon certains, c'est le chrono qui a été choisi la veille et pendant les fêtes. Certains soulignent ça comme un problème. Oui, l'Africain parle de fêtes quand le monde évolue à grands pas. Mais c'est dommage, c'est dramatique. C'est d'autant plus dramatique que c'est quoi la fête? Vous fêtez vous fêtez quand? On parle d'élection, on parle de la fête. C'est pas moi qui parle de la Non, mais attends. Non, mais moi, j'ai trouvé ridicule qu'un leader d'un parti qui se lamente d'être exclu, qui se lamente de ne pas aller aux élections, qui est joué aux enfants gâtés, qui aurait d'aller aux élections, se met à jouer aux victimes, et à faire du chantage. C'est son droit quand même d'exprimer ses préoccupations, non? Je trouve bizarre qu'une fois qu'on le fixe, au lieu d'aller se préparer, il parle de fête. Lui, il attend Papa Noël le 8 janvier. Et c'est lui qui prend Papa Noël. Le 1er janvier, le monde ne tourne pas. Alors, quel est le problème fondamentalement? Moi, je pense que en tant que déjà média. Mais ensuite, dans le cas d'espèce, c'est même pas éducateur. On est dans un dispositif prévu par les textes. Mais alors, est-ce qu'on doit donner carte blanche aux gens parce qu'ils lisent mal ou parce qu'ils sont incapables de lire les lois?
Mais quand même, c'est le minimum lorsqu'on est dans un parti politique, c'est de s'approprier les textes qui fondent l'activité dans laquelle vous êtes quand même présente, ou vous êtes présent. Dans le cas d'espèce, vous allez aux élections. Mais maîtriser les différentes dispositions donc la Constitution, les lois qui régissent les organes en charge des élections, le code électoral. Mais c'est ça. Or, la Cour, dans le cas d'espèce, n'a pas parlé de contrôle de constitutionnalité. On ne parle même pas de contrôle de constitutionnalité. La Cour simplement rappelle, c'est une juxtaposition de dispositions. C'est pas inventé. C'est pas des textes nouveaux. C'est des textes anciens depuis 2019. Mais comment vous voulez que des intellectuels qui se taguent d'être le quartier latin de l'Afrique se chamaillent sur des textes qui sont suffisamment clairs depuis 2019, novembre, se chamaillent sur ça dans le cadre des élections de 2023. On a l'impression que les gens aiment la polémique et veulent les crier partout, en tout temps, en toute occasion, pour embrouiller. Donc, non, je pense que le rôle des médias, entre autres, c'est l'une des fonctions, elle est pédagogique, la fonction forme instructive, la fonction éducative. Et dans le cas d'espèce, il n'y a même pas, les médias ne doivent pas donner flanc à ces gens donc de lamentation d'enfants gâtés ou de politiciens égarés. Moi, je trouve que c'est aussi simplement que ça. Donc, il faut clairement que ce soit, que c'est dans la Constitution. Il ne viendra à aucun homme politique d'une démocratie sérieuse de se lamenter de dispositions qui, sur les dates, on n'a pas dit, par exemple, le dimanche de Pâques, par exemple. Le dimanche de Pâques est un jour peut-être consacré, parce que c'est un jour, c'est des fêtes consacrées par l'État. Le 10 janvier, c'est un jour consacré par l'État. Donc, on peut comprendre qu'en ce moment-là, qu'on n'aille pas aux élections. Mais si vous voulez faire campagne le jour de Pâques, faites campagne le jour de Pâques. Ça, personne ne vous le dira, non. Mais aller aux élections, l'État ne s'arrêtera pas à mettre des élections. Mais Noël, Épiphanie, fête, et si ça, c'est pas... On vous aura compris, monsieur. Donc, c'est pas des moments où on est obligé la vie s'arrête. Chacun joue chacun fait sa religion, mais la vie évolue, voilà. Bien sûr, déjà, il faut se dire quelque chose. Les problèmes des Béninois ne dorment pas. Et les besoins aussi de nos compatriotes ne sont pas à la fête. En réalité, nous, quand nous cherchons à avoir des représentants dans l'organe qui légifère dans notre pays, ces représentants sont là pour régler ou pour travailler pour le peuple, ils représentent le peuple. On ne peut pas dire que le 1er janvier, c'est pourquoi tout à l'heure je vous disais, si Moël Bénin doit aller aux élections le 1er janvier, nous irons le 1er janvier parce que nous estimons que le 1er janvier, subitement, les problèmes des Béninois doivent disparaître. Non, les problèmes sont là avec eux. Donc, quel que soit le jour, quelle que soit l'heure de la journée où on a besoin de Moël Bénin pour agir pour le bien des Béninois, nous serons toujours présents. Ensuite, il faut dire que dans plusieurs pays, et c'est là vous allez voir complètement que ces polémiques sont stériles. Dans plusieurs pays dans le monde, vous allez voir que c'est le 1er janvier pour pouvoir respecter le calendrier civil que plusieurs lois sont promulguées ou mises en exercice dans plusieurs pays, que ce soit au niveau européen, au niveau... oui, mais ceux qui s'interrogent quand même là-dessus ont raison, non? Ça ne fait pas partie des habitudes béninoises. Oui, mais il n'y a pas d'habitude en réalité en ce qui concerne, vous savez, le fonctionnement. Imaginez que le 1er janvier, le gouvernement ferme. On dit, il n'y a plus de ministres dans le pays, il n'y a plus de président pour gérer l'État. Le 1er janvier, il n'y a plus de députés dans le pays, il n'y a plus de maires, parce que nous sommes en train de fêter. Non. Le 1er janvier, les députés ne sont pas au Parlement quand même, M. Kodja. Mais même s'ils ne sont pas au Parlement, donc ils ça veut sont dire toujours que du côté du Parlement, ça ne marche pas, parce qu'ils sont en mais fait. Parce qu'ils ont un calendrier qui le fait comme ça. Non, ce que je suis juste en train de dire, c'est le symbole de la chose. Ce n'est pas parce que c'est le 1er janvier que le pays arrête de vivre. Les hôpitaux fonctionnent ce jour-là. Les sapeurs-pompiers sont au taquet. Les journalistes sont à leur travail. Il y a des femmes qui sont en train de vendre sur les étals et sur les marchés. Et nous, on dit non, 1er janvier, nous sommes des politiques, on ne bouge pas. Là n'est pas le problème. Ce que moi, je me pose comme question, c'est aujourd'hui, est-ce que nous sommes dans une dynamique où le plus important pour nous, c'est de parler de date. Encore parler de date, ça veut dire encore que nous sommes en train de faire notre tambouille entre nous, représentants politiques. Or, ce qui doit nous intéresser, c'est comment faire pour faire adhérer le peuple. Moi, j'ai un constat qui est frappant chez moi. Je pense que autant quand on discute sur des forums, quand on discute avec les Béninois, on voit qu'ils ont une force
d'analyse et de réflexion politique qui est très très importante. Le vécu, ça ne se traduit pas. Nous n'avons pas cette maturité politique qui nous permet de transcender un certain nombre de lieux communs, d'idées reçues. Et l'homme politique doit jouer ce rôle de pédagogue de la vie politique. Mais si nous commençons à nous battre sur la couleur du siège qu'on va avoir à l'Assemblée ou le jour où on va y aller, nous, ça ne nous intéresse pas. Nous voulons y aller, quel que soit le jour. On vous aura compris. Alors, dites-nous un peu, quel est le premier acte que tous les partis politiques doivent poser pour des législatures de haute facture? Gardez la parole. Mais je pense que je suis un peu rentré dans votre tête parce que j'ai quasi anticipé la question. Je pense que politiquement, sociologiquement et philosophiquement, le Béninois est très avancé. Quelle que soit la couche de la société qu'on approche, on sent que dans sa vie de tous les jours, il a des repères qui lui permettent même d'aller au-delà des difficultés qu'il peut rencontrer. Avec une certaine philosophie, il est transcendant. Politiquement, le jeu de la démocratie n'est pas un jeu naturel pour nous. Nous avons d'autres systèmes. Ce système demande un apprentissage. L'apprentissage de la démocratie. Quand on voit un homme politique, par exemple, on va lui demander au maire la même chose qu'on demanderait au ministre, qu'on demanderait à un député. Chacun a une fonction. On voit le député, on dit « Ah, notre route, là, ça ne fonctionne plus. » Lui, il fait la loi. Il ne peut rien faire pour votre route. Et le maire, là, on va lui dire « Ah, il faut faire une loi pour que ça change ici. » Le maire ne peut rien faire en ce qui concerne la loi. Et ça, les gens doivent comprendre, connaître ce rouage, connaître le mécanisme. Donc, l'apprentissage de la démocratie est encore important pour nos concitoyens. Donc, moi, je peux mettre ça comme au premier plan. Et ensuite, vous savez, nous sommes dans un système aujourd'hui de coproduction avec le gouvernement, ce qui veut dire que ce positionnement, on ne va pas y déroger, bien sûr en gardant toujours, et je le dis tout le temps, l'indépendance qui peut être celle de Moël Bénin. Ce politique, M. Agapit, selon vous? Écoutez, les partis politiques ils doivent se préparer aux élections. Les élections législatives, c'est des élections, disons, c'est peut-être les élections les plus politiques, à mon avis. Je considère les élections communales comme des élections de proximité, des élections de type social, pour moi. Mais les élections les plus politiques, c'est les élections législatives, puisque la fonction du Parlement, c'est de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Et contrairement à ce qu'une certaine opinion pense, et c'est pour ça que moi, ça ne me fait ni froid ni chaud. Le Parlement n'est pas le lieu de l'amitié politique. Et vous le savez, quand vous allez au Parlement d'aujourd'hui, vous allez voir, il y a des gens qui, tout en soutenant Patrice Talon, sont très critiques vis-à-vis d'une certaine partie de sa gouvernance. Tel pan, telle option, tel axe. Ce n'est pas nécessairement... Ils ne sont pas des bénis, oui, mais ils ne sont pas si d'accord que ça. Mais ils sont moins d'accord de lui donner les outils de gestion de son ambition pour atteindre les objectifs de développement. Alors le rôle du Parlement, c'est d'accompagner l'exécutif dans la mise en œuvre des actions. Ce n'est pas de s'opposer à l'exécutif, parce qu'en s'opposant, vous bloquez l'État, et en bloquant l'État, rien ne bougera. On voit aux États-Unis, lorsque le Congrès ou le Sénat, l'un des deux, est en opposition, le président est obligé de cravacher dur, de négocier fortement pour pouvoir faire passer ces idées, parce que ce n'est pas les idées de l'individu. Quand il y a eu Obamacare, sur l'assurance de santé, Obama il a bataillé, mais c'est pour qui? C'est pour le commun des hommes, c'est pour le petit peuple américain. Quand Donald Trump est arrivé, il a dit quoi? Qu'il allait pétanquer Obamacare, mais ça ne lui a pas été facile, parce que c'est entré dans... C'est une loi d'État, c'est une initiative d'État, c'est entré dans les habitudes, c'est pour les Américains, ce n'est pas pour Obama ni pour Trump. C'est dire que l'impression que nous avons ici, les sentiments que nous avons de l'Assemblée nationale qui doit être toujours en opposition, doit avoir l'opposition, qui doit attaquer le gouvernement pour que la démocratie vive. Je trouve que non, il faudrait que les députés, donc les partis politiques, en préparant ces élections, doivent plutôt mettre l'accent, normalement, lire le PAG2 en principe et regarder maintenant en tant que compte tenu de leur orientation politique, mais parce que dans le PAG2, il doit y avoir des aspects sur lesquels ils ne sont pas d'accord. En disant le gouvernement a prévu telle chose. Nous, arrivés au Parlement, on va l'obliger, on va travailler à axer plutôt l'angle de tel côté pour atteindre tel objectif. Normalement, voilà ce que nous devons entendre. Par rapport à l'environnement, par rapport à l'habitat, par rapport à l'assainissement, par rapport à la santé, par rapport au développement local. Voilà ce que le gouvernement a prévu. Voilà ce que nous allons faire qu'arriver au Parlement. Nous allons changer la donne
en votant des lois qui obligent le gouvernement, par exemple, à respecter la loi sur l'usage des sachets plastiques, par exemple. On va dire, il y a 5 ans, on a voté la loi sur les loyers. Mais que bon, voilà, à Cotonou, on considère donc, nous, arriver là-bas, nous allons. Mais après, on va vous évaluer là-dessus. Et c'est là que la redevabilité, le principe de la redevabilité est l'autre qu'on doit opposer. Vous savez, moi, ce qui me dérange, c'est que bon, on élit les gens, ils se chamaillent entre eux, après on les relie à nouveau, et tout le monde regarde mouvement d'opposition, parlement monocolore, mais on ne voit pas les engagements qu'ils prennent quand ils y vont. Ils finissent, ils se chamaillent entre eux, on vote parce que Maforicain aujourd'hui dit soutien talon, demain il dit non, il est anti-talon, tout le monde l'applaudit parce qu'il a dit il est anti-talon, après demain il devient talon, on le eu, après demain il devient anti-talon, et ça fonctionne comme ça, sans que personne ne se dise mais voilà ce que moi j'attends concrètement, et je vais évaluer sur la base du nombre de lois votées, et ainsi de suite. Voilà, moi, je pense que notre opinion, donc les médias, les sachants, les injecteurs de contenu, tous ceux qui interviennent ici et là, nous devons de plus en plus être exigeants vis-à-vis des partis politiques pour qu'ils envoient au Parlement, pas des illettrés. Le Parlement qui parle français ne peut pas être un Parlement d'illettrés, normalement, parce que là-bas, il n'y a pas d'interprétation en langue nationale. C'est un truc de faire en français. Donc, non seulement ce n'est pas un français facile non plus, c'est un français tout au moins moigné. Donc, celui qui doit être député à la portée de tout le monde. Ne doit pas être quelqu'un qui est à un niveau bas. Puisque nos lois ont cette défaillance de ne pas donner prisme à la langue nationale. Donc, on doit veiller à ce que celui qui va soit d'un certain niveau, qu'il comprenne les enjeux du développement de demain et qu'il s'inscrive dans ces enjeux, pas en soutenant l'action du gouvernement, mais en bougeant peut-être le gouvernement, en boostant ou en accompagnant. C'est l'un ou l'autre, mais à travers l'action législative cohérente. L'inclusivité des élections, bien sûr, fait partie depuis un moment du vocabulaire du Béninois. Et à l'approche de ces élections, on l'entend beaucoup plus. Monsieur Kodia, qu'est-ce qui doit être fait pour que les législatives de 2023 soient inclusives? Je vous remercie, mais permettez-moi, avant d'aborder la question de l'inclusivité, rebondir sur un des propos de monsieur Agapite Napoléon Maforican sur l'illettré au Parlement. Moi, je dis oui. Si le peuple, une partie du peuple est illettré, il faut que notre Parlement ressemble à notre pays, parce que ce sont des représentants. Si notre peuple est majoritairement illettré, alors nous voulons des illettrés, et c'est à l'institution de s'adapter à ces illettrés-là pour qu'ils comprennent ce qui se dit au niveau du Parlement et non pas au peuple de s'adapter à ses représentants. Donc là, moi, je suis toujours dans cette dynamique pour dire que nous ne sommes que des représentants ou nos députés ne sont que des représentants du peuple et pas plus. Donc, ils ne peuvent pas être plus beaux que leur patron. Le patron, c'est le peuple. Et l'inclusivité consiste alors à faire en sorte que tout le monde se retrouve dans la dynamique qui porte l'ensemble. Et il est tout à fait pour moi normal qu'on cherche au niveau, et c'est d'ailleurs le travail chez les élites. Pour nous, il y a une élite dans chaque métier, dans chaque corporation, dans tout ce que l'on fait. Donc, ce n'est pas seulement l'élite académique qu'on cherche à plébisciter, mais c'est toute forme d'élitisme. Je parle bien de l'inclusivité des élections, où tous les partis vont se retrouver. Ok, d'accord. Voilà. Vous parlez d'une élection inclusive où il y aurait toutes les représentations. Je serais bien heureux de vous dire que ceci ou cela, mais non, je ne serai pas à ma place. Je n'organise pas les élections et Moël Béné n'organise pas les élections. Nous voulons y participer et l'inclusivité pour nous aujourd'hui voudrait dire faire tout pour accepter des partis qui ne devraient pas y être. Nous avons vécu ça. Selon vous, il y a des partis qui ne devraient pas être. Ah non, je n'ai pas dit ça. Quand je vous ai dit nous avons vécu ça, il y a des lois, il y a un processus, il y a un certain nombre de documents, de postures à avoir pour gagner son ticket pour le jeu. C'est parce que vous n'avez pas eu tout ça là en 2019, vous n'avez pas participé. Vous n'avez pas eu tout ça? Nous avons, après analyse, su qu'il nous a manqué des choses, autant que nous avons su à l'époque qu'on a subi aussi des choses. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous l'avons vécu, nous l'avons transcendé et nous sommes prêts aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes sûr que vous êtes clean? Nous ne sommes sûrs de rien. Et si demain vous vous retrouvez dans la même situation qu'en 2019? Si c'est le cas, nous allons nous battre encore comme nous l'avions fait. Vous allez attendre 2026 alors? Et nous pensons que ça ne nous arriverait pas. Nous avons pris des précautions et nous avons travaillé les défauts d'avant. Et c'est ça aussi la vie. Quand vous avez vécu quelque chose, que ça vous serve aussi d'expérience. Or, s'asseoir dans le passé et s'ancrer dans le passé
empêche les gens de grandir. Nous avons pris acte. Ensuite, nous avons pris date. Aujourd'hui, nous avons pris date. Il revient à la Sénat d'analyser notre dossier et de nous dire sa recevabilité. Si sa recevabilité est galvaudée, si on ne nous oriente pas là, de façon, et nous avons confiance aux institutions de notre pays. Comme tout le monde d'ailleurs. Voilà. Tous ceux qui répondent aux normes ont le droit de jouter. Et on serait le premier à Moël Bénin si quelqu'un se sentait légitimement lésé. Et je n'espère pas que ça puisse arriver. Donc l'inclusivité, souvent sous cette dénomination, on fait beaucoup de complaisance. Il faut savoir, même dans une entreprise, dans une salle de classe, ainsi de suite, imaginez qu'il y a des élèves dans la classe qui ont certaines difficultés par rapport à d'autres élèves. On dit, bon, on va mettre en place une éducation inclusive. Donc les élèves qui ne peuvent pas suivre, est-ce qu'il faut leur donner les points quand même pour passer? Les élèves qui sont plus brillants, est-ce qu'il faut les faire regresser pour qu'ils arrivent au niveau des autres? En politique, la réalité politique diffère avec... Pas forcément. Vous voyez, toute dynamique de progrès part toujours de la même façon. La dynamique de progrès demande une sorte d'émulation et une ascendance à chercher. Quand on pousse les gens vers le haut, il faut leur donner le moyen d'aller vers l'objectif commun. D'accord. Et l'objectif commun, c'est les élections générales pour moi, et arrêter un peu le désordre des représentations ou au niveau des représentativités, quelques représentativités fantaisistes. Analyste que vous êtes, Agapite Napoléon Maforican, sachant bien que les législatives de 2023 sont l'antichambre de la présidentielle de 2026, qu'est-ce qui doit être fait pour des législatives inclusives et apaisées? D'accord. Je reviens d'abord sur ma notion d'illettré. Pour moi, on n'a pas d'illettré à voir au Parlement parce que celui qui n'est pas illettré n'a pas sa place au Parlement. On parle en français, les lois sont votées en français. Vous savez, moi, je suis un ancien militant. Très rapidement, hein, monsieur Maforican. Nous restons de marcher à reculant. Je suis un ancien militant du PRPB. Et donc, le Parlement, l'Assemblée nationale révolutionnaire était inclusif, au niveau de la langue. Tout le monde pouvait y aller. Il y avait un dispositif donc, de traduction. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors donc, si vous envoyez quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire, donc, ça, ce n'est pas le peuple qui vote, c'est les partis qui choisissent. Donc, si on veut, par exemple, laisser une place pour les femmes, on aura 24 femmes, par exemple, dans le prochain Parlement. Si parmi les 24, il y a 20 qui ne savent pas lire et écrire le français, elles seront là comme des comparses. Pourquoi des femmes, des hommes aussi peuvent se retrouver dans ce même cas? Non, j'ai pris un exemple. Justement, laissez-moi votre exemple. Soyez pas féministe. Je ne suis pas très d'accord avec cet exemple. Non. On peut aussi trouver des hommes dans cette posture, monsieur Agapite. Je dirais ce que je veux dire. Les hommes, ils sont déjà nombreux là qui savent rien faire dedans. Donc, du coup, alors, on veut amener des femmes. Alors, est-ce qu'elles seront là encore pour gonfler ce nombre, à des dizaines d'hommes qui sont là, qui ne servent pas à grand-chose? Voilà ma préoccupation. M. Agapite serait donc d'accord que les représentants du peuple parlent un langage que le peuple ne comprend pas. Parce que si c'est au Parlement de voter. Le Parlement a voté les conditions pour être électeur. Et être éligible. Donc, ça pour moi, il appartient au Parlement. C'est pourquoi je disais qu'on ne va pas marcher. Il faudrait que le Parlement reflète le peuple. Mais je veux que ce soit le cas aujourd'hui. Répondez à ma question. Il faudrait. Alors, l'inclusivité, non, c'est une tricherie. C'est-à-dire? C'est une tricherie. Il n'y a pas, dans les conditions d'une élection démocratique, l'inclusivité ne figure nulle part. Tout comme opposition ne figure dans aucun document. On ne parle pas de l'unanimité. Opposition ne figure dans aucun document. Je vous mets amenez-moi quelqu'un qui a ça, il a qu'à me montrer le document. Ça n'existe pas. C'est de la tricherie des ONG, repris par les ONG internationales qui viennent financer nos agendas ici et tout le monde répète ça comme des perroquets. Ça ne veut rien dire, l'inclusivité. Les élections doivent être transparentes. Doit être pluraliste, donc ouvert à tout le monde, transparent, donc basé sur la loi, égal pour tous, et donc avec des conditions d'accès à tout, aux médias, tout ça, égal pour tous, et surtout sincère, c'est-à-dire les résultats des urnes doivent, là où le peuple qui a mis, si 1000 personnes ont voté, le score doit refléter la volonté de ces 1000 personnes qui ont mis les... Donc, ça s'appelle la sincérité des élections. On ne doit pas transverser... Est-ce qu'il y a toutes ces garanties-là? Pardon? Est-ce qu'il y a toutes ces garanties? Les conditions de ces garanties existent.
de point de vue du principe. C'est-à-dire, on a un code électoral qui ouvre le jeu, on a un organe de gestion des élections dont le mécanisme est tel que ce n'est pas l'État, ce n'est pas le gouvernement qui organise les élections, mais c'est un système bien aménagé par ailleurs actuellement avec la séparation entre le conseil électoral et le système est fiable. Et la gestion des élections. Le principe est là. Les candidats aux élections doivent maintenant jouer leur partition, c'est-à-dire ils ont la possibilité de contrôler le processus en mettant des observateurs tout le temps et en demandant à comprendre. Ils ont le devoir, ils ont le droit de demander à comprendre et de demander à voir. Et s'ils ont des éléments, ils peuvent saisir le procureur à tout instant. Les mécanismes existent. C'est nos partis qui ne se donnent pas les moyens ou qui n'ont pas les moyens de gérer. Ensuite, les gens, nous sommes dans un dispositif où tout le monde veut tout faire. C'est pas qu'il faut déconcentrer, il faut externaliser certaines choses, il faut répéter certaines choses à des experts. Ils ne savent pas le faire. C'est tout le monde qui fait tout à la fois. Et donc, on se coince au Parlement. On a vu où des gens sont allés à la Sénat, à la clôture. Mais 6 heures après, ils n'ont pas pu mettre leur dossier à jour parce qu'ils ne pouvaient pas, c'est tellement embrouillé. Donc, les élections inclusives c'est des inventions de ces 30 dernières années. Donc pour vous, c'est une farce. Non, c'est une tricherie. Moi, je pense même que c'est une arnaque parce que, en gros, quand vous dites, j'entends dire inclusion et apaiser, ça veut dire, qui dit apaiser, voit son contraire en cas de refus de cette inclusion, la guerre. Ça veut dire, il y a un système qui dit... Oui, parce que l'exclusivité fait toujours des remous. Non, mais là où je parle d'arnaque, vous savez, ça veut dire, nous, même si on ne remplit pas les conditions, idoines, vous devez nous accepter, sinon, il y aura la guerre. C'est comme ça, moi, je l'analyse de façon très factuelle. Mais on ne peut pas commencer à mettre la pression sur un système dès le départ, alors que nous allons tous jouter. Pour que ce soit apaisé, contrairement, c'est que moi, je voudrais bien, et c'est mon rêve, que tout le monde puisse avoir la possibilité d'y participer. Ceux qui le disent, monsieur Kodia, ceux qui le disent ne pensent pas pensent toujours avoir rempli toutes les conditions, mais il se trouve que les garanties qui sont là sont instrumentalisées, ou le système qui est là est instrumentalisé pour ne pas leur permettre d'y aller. Aujourd'hui, les candidats à l'élection présidentielle en France, tous n'ont pas la garantie d'aller. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le parrainage. Et le candidat français ne crie pas à l'ANAC. Le candidat français ne crie pas à l'éjection, à l'exclusion. Pourquoi vous voulez que, ayant à copier leur système, nous puissions ajouter une tropicalisation qui montre notre défaillance ou notre incapacité à nous assumer. Le parrainage a été inventé depuis 1961 par le général de Gaulle. Les Français se sont donnés pendant longtemps, ça a empêché Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen d'aller aux élections. Et ça là, les Français adoptent ça, personne ne se lamente. Mais en Afrique, c'est venu au Bénin, tout le monde s'est dit c'est pour exclure l'opposition. Qui est l'opposition? Dans aucun document de droit politique, de science politique, de droit public, il n'y a pas d'opposition dans la mise en place d'une structure démocratique. C'est après les sociologies politiques qui a sorti cette expression. Mais dans le plan du droit et dans le cadre de la réalité, les partis politiques sont au même niveau là où ils sont. Les conditions d'aller aux élections leur sont libres. Ils y vont. Ils peuvent se dire je suis de l'opposition aujourd'hui et changer demain. Ils sont libres d'adopter leur schéma. Donc là également, c'est une tricherie de dire je suis opposition aujourd'hui, je vais là-bas et puis je change. Ou alors je vote bizarre. Je pense qu'il faudrait que nous copions les systèmes normaux. C'est-à-dire que je suis parti politique, il y a des conditions d'aller aux élections, je remplis les conditions, je vais aux élections. Il y a un organe de gestion, c'est lui qui fait le point. Tu n'es pas d'accord, il y a des voies de recours. En dehors de ça, c'est terminé. Nous regardons tous les matchs de football. Parfois, on n'est pas d'accord, mais ça s'impose à nous. Pourquoi, au niveau politique, on pense que parce qu'on est nègre, on doit jouer aux enfants gâtés et saquer nos institutions de notre pays. Voilà la question. On vous aura compris, chers internautes, chers auditeurs, ce dimanche, nous discutons autour de la thématique calendrier des législatives 2023. Bonne ou mauvaise surprise pour la classe politique béninoise. Pour ça, je reçois pour vous Serge Kodia, directeur adjoint de l'information au niveau du parti Mouel Bénin, et Agapit Napoléon Maforican, consultant, média et analyste politique. Alors, dites-nous un peu, pour ces élections 2023, est-ce qu'on peut dire que les carriéristes politiques sont en danger? Carriéristes politiques, je pense que vous touchez à un mot qui est, je vais dire, mondialisé. La politique, de plus en plus, quels que soient les garde-fous, donne lieu à des dinosaures de la vie politique. Ils naissent politiciens quasiment parce que leurs grands-pères et pères ont été dans la politique. Et ils finissent eux-mêmes politiques tout en prenant le soin de préparer le chemin pour leurs enfants.
Aujourd'hui, on a une dynamique aujourd'hui au Bénin qui nous fait penser que ceci passe petit à petit derrière nous. Mais vous savez, dans toute œuvre humaine, quand on va avec la brutalité, très rapidement, on rencontre les limites aussi de la brutalité. On a besoin d'une continuité. L'État a une continuité. Donc, j'ai vu depuis quelques années qu'il y a une mutation. Petit à petit, nous avons une jeunesse qui commence à émerger, à prendre place dans le jeu démocratique, le jeu politique au Bénin. Notre parti Moël Bénin en est l'illustration. Quand je veux parler de carriéristes politiques dans ce contexte, je veux parler de ces députés qui sont au Parlement et qui ont fait de la politique leur affaire et qui ne se voient pas en dehors du Parlement. Mais le Parlement a déjà assez bien changé. La 8e législature n'a pas été la première ni la deuxième et certains sont en train de profiter de leur retraite. Ce qu'on voudrait, c'est de parfaire encore ça. Moi, je ne suis pas très pour le fait qu'on dise maintenant nous sommes jeunes, le conflit des générations au fait ne m'intéresse pas trop. Moi je suis plus dans la douce transmission des tresseurs de cordes où on tisse au bout de l'ancienne corde la nouvelle corde et c'est la vision que moi j'ai. Et il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ces carriéristes. C'est que dans les partis politiques pendant longtemps, ces dinosaures, permettez-moi de les appeler comme ça, s'installent et installent leur cours. Donc personne ne vient en concurrence dans les places qu'ils se sont attribuées. Aujourd'hui, les partis politiques qui ont émergé comme Moël Bénin laissent cette place à la jeunesse. D'ailleurs, c'est un parti jeune qui est né ex nihilo sans avoir ces leaders-là à la base. Nous ne sommes pas un parti politique qui a en son sein aujourd'hui ceux qui ont eu la conférence nationale, ceux qui étaient à l'assise de la conférence nationale des forces vives de la nation des années 90, ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est de la fraîcheur. Et comment je vais dire, la géographie, la cartographie a changé. Cette fraîcheur est prête à dégommer, suivez mon regard, un député de la 2. Oui. Vous êtes sûr, oui, certain? Je vais vous dire pourquoi je dis oui. Vous savez donc, pourquoi je même vous dis avec ces vieux briscards, vous serez prêt à arracher ce siège? Vous serez prêt à avoir ces 10%? Vous savez pourquoi je vous dis oui? Non, je ne sais pas. Alors, personne n'est propriétaire de ses voix. C'est-à-dire, quel que soit le dinosaure que vous êtes, le monsieur qui est dans l'isoloir, il fera toujours ce qu'il a envie de faire. Donc, à partir du moment où il est convaincu, et même s'il a un certain respect pour vous, il vous dit « je vais voter pour vous », quand il sera dans l'isoloir, vous n'allez pas contrôler ce qu'il fera. Donc, personne n'est propriétaire de savoir. Ailleurs, la parole donnée est sacrée. Hein. Mais attendez, moi j'entends des gens qui disent « nous sommes nombreux, nous sommes un grand parti, nous sommes un petit parti. Vous êtes un petit parti. » Moi, je dis clairement aux gens, les partis, vous allez voir que le visage des partis peut changer d'une élection à une autre. Si on va à une élection présidentielle, vous allez voir que les gens peuvent voter autrement. Aux élections législatives, ils vont voter d'une autre façon. Personne n'est propriétaire de ses voix et c'est insulter les Béninois que de penser qu'on a la main sur eux et qu'on a autorité sur eux pour aller voter. Alors les jeunes comme nous vont voter comme nous parce que nous avons des intérêts communs. Les femmes dynamiques qui ont envie de reprendre leur vie en main vont voter Moël Bénin tout simplement parce qu'on a des intérêts en commun. Monsieur Agapit. La campagne a démarré. De toutes les façons, il passera au service commercial. Hein. Bon, écoutez, alors, après les dinosaures, moi je pense qu'il n'y a pas de dinosaures. Il y a que juste. Vous savez, il y a des gens qui ont fait l'Assemblée nationale française de 40 et quelques à 80 et quelques. Hein, donc 40 ans de maire, tout ça là-bas. Donc c'est pas là le problème. Le problème c'est que si la dynamique des partis politiques fonctionne, et je suis totalement d'accord avec mon vis-à-vis, c'est de laisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Si la dynamique des partis politiques fonctionne, c'est que il est évident que naturellement ça va changer. D'autant que d'ailleurs que la nouvelle constitution, en tout cas celle révisée, maintenant fait de cette fonction un mandat limité. Donc du coup, on ne peut plus. Il est évident également que 2023 est une année de transition. Le Parlement fera 3 ans. Nous allons entrer dans une dynamique électorale de 2026. On ne peut plus avoir la même classe politique. Je pense que c'est peut-être Moël a peut-être la chance d'être un parti, disons, un peu qui est dans cette dynamique de renouvellement. Mais en face, il a quand même des partis qui sont regroupés et qui sont quand même un bon conglomérat d'anciens et de nouveaux. Donc, je pense que la bataille aura lieu. La bataille doit avoir lieu. Mais moi, je suis convaincu que la classe va se renouveler au Parlement. Je ne pense pas que nous aurons ceux qui ont déjà fait 5e
mandat, 6e mandat. Je ne pense pas. J'ai l'impression que... Donc, ils sont en danger. Non, ils ne sont pas en danger. Le Bénin ne leur appartient pas. Et, vous voyez, il y a eu un temps, on parlait d'Aomadébé à Piti-Maga, après c'est Soglo Kérékou, après c'est Oumbedi à Moussou, après c'est Talon Yaï. Là maintenant, vous voyez, tout ça a évolué. C'est pour vous dire, il y a un temps pour tout. Donc ils ne sont pas en danger. Et puis, il n'y a que 109 places, combien? C'est pas rien. Au Parlement, après, c'est pas rien. Il y a tellement d'autres fonctions. Regardez Sakalafia, il est maintenant président de la peut-être Sénat. parce qu'il a peut-être parce que dans le chemin, on a dit qu'il pourra plus retourner au Parlement. Monsieur Agapit, s'il vous plaît. Un gros parlementaire peut se retrouver peut-être président, je ne sais pas quoi. Ou peut-être donc, non, ils ont assez d'autres choses à faire. Je pense que le mieux, c'est qu'ils cèdent la place progressivement à de nouvelles têtes. Je pense que de toute façon, cette dynamique de renouvellement est devenue structurelle par rapport aux lois qu'on a aujourd'hui. Avant, c'était conjoncturel parce qu'il y a une situation qui fait qu'on pousse, on se bat pour pouvoir changer. Aujourd'hui, c'est structurel, c'est porté par la structure même des lois qui fait que c'est inévitable. Serge Kodia, je continue en même temps avec vous. Avant ces élections, nous avons vu des fusions entre formations politiques. Est-ce que à la date où nous sommes jusqu'aux élections, nous allons en connaître encore plus? Je ne sais pas pour les autres partis, mais pour Moël Bénin, ce n'est pas d'actualité. Nous n'en avons pas discuté et nous n'avons pas été approchés, sauf erreur de ma part et je vais encore le vérifier jusqu'à ce que j'arrive ici. Donc c'est formel, le Moël bureau Bénin sera sur les politique, starting blocks alors? Jusqu'à ce que j'arrive ici, le bureau politique national ne m'a pas parlé de fusion ou de rapprochement avec un autre parti. Donc nous allons aux élections. Vous êtes déjà sur les starting blocks. Voilà, nous allons aux élections en tant que Moël Bénin. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, je suis ferme et convaincu. Agapit Napoléon Maforican. Enfin, je vais oser parler de Moël, l'enfant de Moël, parce que là, j'ai toujours estimé que c'est des partis qui doivent se fondre dans d'autres, parce que j'estime que les 10% au niveau national ne sont pas aussi faciles à acquérir. Mais s'ils sont convaincus, et c'est la première fois que j'ai quelqu'un de Moël en face, donc s'ils sont convaincus, on va analyser, mais on va observer. Quelque chose me dit que du haut de mes années d'analyse que aucun de ces jeunes partis, je parle des dinosaures, et ils sont là parce que c'est des vieux briscards mélangés avec des nouveaux jeunes et qui ne déméritent pas sur la place politique. Alors, Moël a peut-être des défis à relever. S'il relève ce défi, il devient du point de coup grand parti. Mais alors, c'est un risque. Alors, moi, je suis de ceux qui pensent que c'est un gros risque à prendre. Mais bon, pourquoi ne pas prendre s'ils sont sûrs de... Moi, je ne suis pas convaincu que Moël puisse seul s'accaparer des 10%. Je suis obligé de y répondre parce oui, que vous parlez de Moël, bien sûr. Très rapidement. Oui, très rapidement. Sans aller jusqu'à vous mettre au rang de dinosaure, je connais votre travail, M. Agapit Napoléon, depuis très 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 longtemps et la pertinence de vos analyses. Mais il n'en demeure pas moins vrai que ce qui va se passer là, peut-être va constituer une expérience supplémentaire pour nourrir vos prochaines analyses qu'un parti qu'on sous-estime. J'ai cru, ça doit être dans la Bible, que la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la première pierre de l'angle. Et j'applaudirai. De toutes les façons, nous sommes tous pressés d'assister à cette remontada de part et d'autre de nouveaux jeunes qui vont éclore. Alors dites-nous un peu, Monsieur Agapit, vous qui êtes un analyste politique, la même question serait également valable pour Monsieur Kodia. Ces élections sont-elles le moment tant attendu au niveau des jeunes loups politiques? Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous avons constaté que les jeunes ont eu du mal à percer en politique, à prendre la place qu'ils estiment que c'était la leur. Il est temps pour la jeunesse. Alors, ces élections, est-ce que c'est le moment propice? Je vais vous surprendre, mais moi, je ne raisonne pas de cette manière. Pour moi, les jeunes sont déjà au pouvoir. Regardez au gouvernement. Regardez au Parlement même d'aujourd'hui. Non, ils estiment qu'ils ne sont pas encore non, c'est normal, mais on ne va pas avoir un Parlement d'adultes, enfin, je veux dire de jeunes adultes, c'est pas un Parlement de 21 ans. C'est un Parlement de responsables, donc du coup, vous devez être à un certain niveau, il y a des conditions. Et je pense que notre Parlement, la moyenne d'âge aujourd'hui au Parlement doit être autour de la quarantaine, si je ne me trompe. Donc, c'est pas vieux, 40 ans. 40 ans, c'est pas vieux. Regardez, notre Constitution, à moins de 40 ans, vous ne pouvez pas être président de la République. Ça veut dire que, et après 70 ans, vous ne pouvez pas. Donc, ça veut dire quoi? Notre Constitution a fixé entre 40 et 70 ans une tranche d'âge. Donc, c'est 30 années
Ce sont les années de dynamisme pour être aux affaires. C'est en tout cas aux affaires, à la haute sommet de l'État. Alors donc, le parlementaire, c'est 25 ans ou 21 ans. Alors, je trouve qu'on est dedans. Alors, est-ce que ce que vous demandez, j'ai envie de lire à travers un peu le texte, j'ai envie de lire dans le contexte. J'ai l'impression que vous voulez voir partir un certain nombre de noms. Non, mais, pas moi. Enfin, quand on parle de jeunes, je ne sais pas, est-ce que Rachid est jeune? Est-ce que Augustin est jeune? Mais quand ils accédaient au Parlement, ils étaient dans cette tranche d'âge. Aujourd'hui, ils sont derrière au Parlement depuis 4-5 mandats. Est-ce qu'ils sont toujours jeunes? Est-ce qu'ils sont vieux à 50 ans? Ou à 60 ans, peut-être abordant. Alors voilà la question, c'est difficile. C'est pour ça que moi j'estime que nos textes ont déjà réglé le problème. D'accord. Nos textes ont réglé le problème. Et déjà, la nouvelle dynamique politique au niveau des partis politiques fait qu'on ne peut pas mettre un éclopé en tête. Dans toutes les circonscriptions électorales, il y aura un éclopé ici parce qu'il est déterminant, il y aura une dynamique jeune là-bas, donc on aura un mélange. L'éclopé va permettre à ce que le jeune puisse passer. Non, c'est les circonscriptions électorales, ne vous en faites pas. Mais, après 2026, où le renouvellement se fait déjà de lui-même. Regardez au gouvernement, avant, il y avait des noms qui sortent aujourd'hui. Vous regardez même là. Est-ce que vous pouvez citer même 10 noms de ministres aujourd'hui facilement? Pas évident. Parce que justement, ça a tellement changé. Aujourd'hui, ça s'est rajeuni et on les voit le moins possible affichés à la télé que beaucoup de personnes qui avant pouvaient citer des noms des ministres. Ça s'est renouvelé. Je pense que lors des élections générales de 2026, ça va encore carrément se renouveler parce qu'il y aura 3 élections à manager et il faut partager les fonctions, les places entre ces 3 dynamiques. Dans un parti politique, on va faire appel, on viendra même vous suppléer pour que vous déposez votre dossier. Donc, ne vous en faites pas, on a 3 ans de transition et 3 ans de choses sérieuses. Et dès 2026, les choses sérieuses vont venir. Voilà. Monsieur Kodja. M. Agapit Napoléon me fait une bonne transition pour aborder. Voilà. Moi, le c'est un parti de jeunes. Oui, mais il a abordé. Des jeunes qui aimeraient se retrouver au Parlement. Non, mais attendez, M. Agapit a conclu son propos par une sorte de progressivité. Donc, c'est ce qu'on perçoit, c'est la dynamique aujourd'hui de Moël Bénin. Vous savez, cette dictature qui consiste à dire c'est le moment des jeunes. C'est le temps des femmes, c'est le temps des handicapés, c'est le temps de ceci. C'est pas comme ça qu'une société se construit. La construction d'une société stable est patiente, c'est méthodique. Aujourd'hui, à Moël Bénin, nous avons un fonctionnement. Nous rentrons jeunes, on apprend la politique. Pendant longtemps, on fait de la politique. Nous avons une école du militantisme qui est une école qui est très active sur la connaissance déjà de ce que c'est que différentes institutions. La politique, pendant longtemps, a été une question d'opportunité et souvent on y vient parce qu'on a déjà fait de l'argent et on cherche du pouvoir. On le voit souvent des hommes politiques qui ont ce profil. Aujourd'hui, on cherche des jeunes et c'est notre façon de faire. Ce sont des jeunes qui, de façon progressive, vont rentrer dans la connaissance de la chose, vont marcher vers la chose. Et quand on a besoin de représentation, on met ces jeunes en avant pour aller. Et quand les jeunes qui ne militent pas, qui aujourd'hui ne connaissent pas le monde politique de l'intérieur, qui émergent de nulle part et qui veulent prendre le contrôle d'une situation de puissance qui représente tout un État, quel que soit le poste où nous sommes élus, on voit toujours qu'à la longue, cet amateurisme nuit au bon fonctionnement. Donc nous, à Moël Bénin, oui, nous faisons la promotion des jeunes, oui, nous faisons la promotion des femmes, mais nous faisons leur promotion à travers leurs compétences. La compétence intrinsèque est complétée par une compétence que nous donnons par le biais de notre école, mais également notre animation de vie. Nous faisons les opérations ensemble. Donc, on fait grandir la personne qui a été identifiée vers des postes donnés. Donc même notre méthode de désignation... Pour ces législatives-là, on ne peut pas dire que c'est le moment des jeunes? C'est déjà le moment des jeunes pour nous, mais ce n'est pas un moment. Quand vous dites moment, je sens comme une sorte de spontanéité. À Moël Bénin, il n'y a pas de génération spontanée. Tout le monde est préparé. Vous êtes sûr que vous êtes au même pied d'égalité? Vous êtes sûr? Que qui? Tout le monde, vous dites tout le monde, donc... Non, mais tout le monde ne peut pas avoir les mêmes compétences. Donc il y a déjà un petit couac.
Tout le monde ne peut Vous pas n'êtes avoir pas les tous mêmes sur la même compétences. enseigne. Mais nous avons un travail qui fait D'accord, que... on vous aura compris, Jacob. Voilà. Monsieur Maforican, s'il y a lieu de changer quelque chose dans le Parlement à venir, qu'est-ce qu'il faudra changer? Juste un petit mot sur est-ce que tout le monde est toujours logé à la même enseigne? Oui et non. Oui, de toute façon, quand il y a une direction, il y a des organes, donc c'est sûr que eux étant là pour orienter, pour donner la ligne à suivre, c'est sûr qu'ils font mieux que ceux qui sont militants à la base et donc ils sont aux premières loges. Donc oui, après le principe de droit universel pour tous est acquis, mais après, c'est de pas votre position, vous primez les autres. Et puis il y a la discrimination positive. Je suis revenu là-dessus la dernière fois, tout à l'heure. Il y a un poste par femme, un siège par femme, par circonscription électorale. Ça, c'est déjà, même celles qui ne travaillent pas, si le parti en a besoin, sont obligés d'aller les chercher. Par exemple, ouais, que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Qu'est-ce qu'il faut changer dans le Parlement? Comme j'ai dit, l'électrisme. Il faut, pour moi, si on a 109 parlementaires, Monsieur n'est pas d'accord si on a 109 parlementaires, il faut qu'on ait 109 personnes utiles et vraiment qui travaillent à lire les textes. Nous avons des parlementaires paresseux. Tous, évidemment. Il ne faut pas que je mette tout. Mais on a beaucoup de parlementaires paresseux. Ils ont quand même des conseils. Qui ne lisent pas. Monsieur... Oui, mais ils ne lisent pas. Moi, j'ai revu un maire qui était parlementaire, mais qui, on évoquait un peu le passé. Il me disait, mais vous voyez, M. Maforican, le problème, c'est que, au moment où vous parlez de votre loi sur la corruption, là, nous qui avons voté la loi, on ne la connaissait même pas. Et c'est la loi de 2011. Il dit, mais il a été maire d'une commune dans le Borgo. Il dit, mais monsieur, on ne connaissait même plus, on a même oublié d'avoir voté une telle loi. Donc, c'est quoi? Le parlementaire ne peut pas dire des choses comme ça. C'est vrai, le français n'est pas notre langue. C'est vrai, nous prenons les lois étrangères, surtout françaises, on copie, on essaie d'arranger. Mais il faut travailler parce que, après, on va dire, nul n'est censé ignorer la loi. Après, on va appliquer la loi des citoyens. Et les gens qui on les applique, c'est mes parents de là-bas, donc, qui par ailleurs n'ont pas été aussi longtemps à l'école pour comprendre les méandres. Et parfois, même le magistrat qui applique la loi l'applique parfois mécaniquement, alors qu'il y a des conditions internes qui ne facilitent pas. Il faut que nos parlementaires aillent vraiment à l'école du parlementarisme. Pour moi, c'est qu'il y a un gros défaut. Il y a un gros défaut dans l'exercice parlementaire, c'est la qualité de cette. On a peut-être le tiers aujourd'hui de ceux qui sont là, qui méritent d'être parlementaires, mais il y a les 2 tiers qui à mon avis, sont là, ils remplissent. Donc il faut que les partis politiques envoient vraiment des gens en mesure. On a connu une première législature quand même de qualité. Après, on dirait que la qualité a baissé progressivement. Il faudrait que la réforme des partis politiques qui a regroupé les énergies, il faudrait que les critères de recevabilité, c'est-à-dire de représentativité, les 10%, permettent de concentrer les énergies et d'envoyer au Parlement des hommes et des femmes de qualité. Je ne veux surtout pas que vous repartez sur le débat sur les illettrés ou non. Mais qu'est-ce qu'il fallait changer quelque chose? Qu'est-ce qu'il faut changer? J'apprécie votre précaution, mais je croyais qu'on a répondu à ça. Non, le temps imparti ne permet pas de vous... On vous laisse 2 mots, donc vous répondez très rapidement à la question. Sur le Parlement. Alors, qu'est-ce qu'il faut changer? C'est justement ce que nous sommes en train de faire. Vous allez me dire encore, Moël Bénin, oui, c'est ce que nous savons faire. De toute façon, on juge le maçon au pied du mur. Dans quelques mois, on aura le temps de juger Moël Bénin. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? Déjà, au niveau de nos candidats que nous sommes en train de désigner actuellement. C'est la campagne déjà? Non, ce n'est pas la campagne. Attention, nous sélectionnons. Donc, nous sommes en train de sélectionner sur des critères. Donc, vous livrez déjà vos stratégies? Très précis. On ne livre pas nos stratégies, mais ça me permet, vous allez voir, à ma chute. Donc, nous essayons de repérer des personnes idoines, nous essayons de former un certain nombre de personnes sur différents aspects pour leur travail au Parlement, mais également tout le chemin pour y aller. Et ce qu'on va changer aujourd'hui au Parlement, c'est d'apporter des personnes déjà outillées à l'avance. D'accord. Deuxième chose, faire en sorte que le Parlement soit éclectique. C'est-à-dire, nous, et ce n'est pas un secret que de le dire, nous cherchons par exemple à mettre en place éligible une personne qui est malvoyante. Ben là, vous voyez, si les illettrés ne peuvent pas rentrer, il va falloir trouver un dispositif. Absolument. Il va falloir trouver un dispositif pour que la personne malvoyante puisse avoir accès. Est-ce que nous allons assister à des primaires au sein de Moël Bénin, par exemple? Très rapidement, nous sommes arrivés à la fin. Ça ne sera pas nécessaire. D'accord, on vous aura compris, chers amis internautes, chers auditeurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce dimanche. Mais M. Agapit et M. Kodja, j'aime souvent livrer mes invités à un tout petit jeu, juste un tout petit peu. Alors, M. Agapit, dites-moi un peu, si on vous demandait d'offrir un objet au chef
l'État, est-ce que ce sera un étalon? Est-ce que ce sera le soleil ou alors ce sera le balai? Est-ce que ce sera un coulatier? Qu'est-ce que vous allez offrir au chef de l'État? Bon, on ne me le dira pas. Donc. Bah non, non, donnez quand même une réponse. Un balai pour faire quoi? C'est pour balayer. Bah, oui, non. Un balai, parce que ça permet de balayer, de continuer à balayer les tares et de poursuivre son. Un balai, c'est votre dernier choix? Un balai pour continuer à balayer les tares, oui, c'est bon. Il a bien commencé. Il peut continuer. Tout à l'heure, je vous dirai. Et vous, monsieur Est-ce que je dois faire le choix dans oui, ce que vous avez cité obligatoirement ou je peux trouver un objet? Non, c'est dans ce que j'ai cité. Un étalon, un coulatier, un soleil, un balai, une bassine d'eau, je sais pas, un cori. Donc. Alors, tu élargis les champs maintenant. Réfléchissez. Oui. Réfléchissez bien surtout. Bien, Voilà. parce que là, tout est symbole. Et tous ces symboles, quelque part, expriment. Non, vous parlez beaucoup. Vous faites le choix, là. Je lui offrirai une bassine d'eau. Non, il n'y a pas de bassine d'eau ici. Ah bon? Non, pas du tout. Il n'y en a pas, là. J'ai pas parlé de bassine d'eau. Jacob, j'ai parlé de bassine d'eau, là? Je l'ai entendu. Non, pas de bassine d'eau. Dites-moi les trois. Non, c'est pas trois. J'ai pris la peine de citer. Vous m'avez dit soleil, un coulatier, balai, un soleil, coulatier. un balai, un étalon, un cori. Allons sur un soleil. Un soleil. Même s'il brille déjà, lui. Un soleil, c'est votre dernier choix? C'est mon dernier. Chers internautes, pour une fois, je n'ai pas réussi à coller quelqu'un au niveau du paysage politique. Ça veut dire qu'il maîtrise vraiment l'emblème de Mouel Bénin qui est le soleil. Monsieur Agapit m'a parlé de balai, ça veut dire que peut-être que le président du mouvement populaire de libération est en train d'avoir un nouveau militant au nom de Monsieur Agapit. Voilà, chers amis internautes. J'aime bien le MPL. J'aime bien le MPL. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce dimanche. Très rapidement, votre mot de fin. Je vais commencer par M. Agapit. Très rapidement, votre mot de fin. Mais écoutez, je pense que je voudrais bien que nos partis politiques, que les réformes du système partisan qui a eu lieu en 2018-2019 portent vraiment ses fruits. Et pour le faire, il faudrait que nos partis travaillent réellement dans le contenu de la préparation des élections, préparent bien les élections et les affrontent. Et ils verront les fruits de leur travail. Mais s'ils restent dans les méthodes, dans les postures anciennes, ils verront également, on aura un Parlement peut-être meilleur que celui de 2019, mais on ne se lamentera pas d'avoir ce qu'on aura. Monsieur Kodja. Alors, moi, je dirais à toute la population, on adore les dons discours. N'ayez pas peur. Et on voudrait que ces élections soient des moments de fête pour la population. D'ailleurs, ça va se passer en période de fête. Donc, je voudrais que les Béninois reçoivent ces élections législatives comme une fête populaire et que la démocratie, la politique n'est pas, même si ça ressemble à des jours, ce n'est pas une guerre. C'est idée contre idée, pensée contre pensée et tout ça dans le but de faire évoluer une nation. Et donc, que ce soit des moments d'allégresse et de joie pour nous et qu'on ne commence pas à se mettre des bâtons dans les roues et pensons à notre population plutôt que de penser à nous-mêmes de façon intrinsèque. Pour finir, j'aimerais remercier... Finir. Oui, vraiment finir. Ouais. Je vous remercie pour cette animation ainsi que Monsieur Jacob et tous les techniciens qui ont porté de maître cette émission. Voilà, chers amis internautes, chers auditeurs, cette fois c'est la bonne terminus, tout le monde descend. Calendrier des législatives de 2023, bonne ou mauvaise surprise pour la classe politique béninoise. Vous avez écouté les invités de ce dimanche, ils ont été unanimes. Non, c'est pas une surprise parce que quand on est politique, on est paré à toute éventualité. J'ai reçu pour vous Serge Kodja, directeur adjoint de l'information au niveau de parti Mouel Bénin, Agapit Napoléon Maforican, consultant média et analyste politique. J'ai animé cette émission avec Jacob Nyoncha, à la partie technique Raoul Santos, devant ce micro central, Tatiana Handadjemeya. Merci de nous avoir suivis. Bon dimanche. La Manivelle. Suivez tout le décryptage de l'actualité politique, socio-économique de votre pays. La Manivelle, prenez donc le rendez-vous tous les dimanches à partir de 9h30 sur EZE Radio. Chaque enfant qu'on enseigne
est un homme qu'on gagne. Vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ses filières. Waouh! Payez 300 000 francs au lieu de 650 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 francs en journalisme et 570 000 francs en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000 francs. Et côté, pour les 100 premières inscriptions à l'administration générale, des affaires, des finances, 450 000 francs au lieu de 550 000 francs pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 francs au lieu de 1 070 000 francs. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite, en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone plus 229 96 80 55 11 98 98 14 00 ou le 90 93 65 21. ESAE, l'excellence. Jeune bachelier, mi biwa bonou mi ESAE.